La colonne de gauche est le découpage du texte d'Ibn Khaldoun en unités narratives. La colonne suivante indique les informateurs qui ont fourni la matière de ces unités. Je les assortis parfois d'un point d'interrogation. La colonne suivante est mon interprétation des deux récits principaux dont l'articulation forme la trame du récit d'Ibn Khaldoun. Et enfin, la colonne de droite est la numérotation des 5 grandes séquences que je repère. Je repère en effet 5 séquences dans le récit d'Ibn Khaldoun. La première, en orange, en haut, a été recueillie par Ibn Khaldoun auprès de Cheikh Othman, le faqih de Ghana. Cela ne pose aucun problème. La seule question qui se pose, c'est où s'arrête la contribution de Cheikh Othman. Je vais y revenir. Il y a à l'intérieur de cette première séquence un insert d'une seule phrase provenant d'un autre informateur. La troisième séquence, celle que je laisse en blanc à l'image, est le fruit d'une collecte d'informations au sujet du pèlerinage de Moussa, collecte pratiquée par Ibn Khaldoun auprès de plusieurs témoins qui sont nommés. C'est assez facile. À cela s'ajoutent des informations sur les échanges diplomatiques entre le Mali et le Maroc, sans doute tirées par Ibn Khaldoun des archives des Mérinides. La quatrième séquence, en bleu en dessous, a été recueillie par Ibn Khaldoun auprès du cadi de Gao, Abu Abdallah. Nous savons que cet Abu Abdallah a été résident à Gao, sur la boucle du Niger, à partir de 1374-1375. Ibn Khaldoun le cite verbatim à partir du règne de Maridjata II, mais il indique aussi qu'il a déjà transmis des informations provenant de cet homme. Je pense qu'il s'agit de toute la séquence 4, qui commence avec la phrase de toute la séquence 4, oui c'est ça, qui commence avec la phrase « Mansa Moussa régna 25 ans ». Or, cette phrase me paraît faire directement suite aux quelques phrases qui constituent la séquence 2, à savoir « Puis le pouvoir passa des descendants du sultan Maridjata aux descendants de son frère Abou Bakr. Alors Mansa Moussa bin Abou Bakr régna sur eux. C'était un homme vertueux, un immense souverain. » C'est pourquoi j'attribue cette séquence 2 au même informateur de Gao. Désolé de vous avoir imposé ce passage un peu technique. Ce qu'il faut retenir de mon hypothèse, c'est que si l'on laisse de côté les inserts provenant d'autres sources, ainsi que toute la séquence centrale en blanc autour de la personne, du règne et du pèlerinage de Moussa, nous mettons à nu le squelette de la chronique dynastique du Mali des XIIIe et XIVe siècles, squelette qui est fait de 2 parties. L'une qui relate les événements dynastiques depuis les origines jusqu'à Muhammad, c'est-à-dire qui s'intéresse aux Maridjatides. L'autre qui relate les événements dynastiques de Moussa à Sandaki, c'est-à-dire qui s'intéresse aux Abou Bakrides. Or, ces 2 parties de squelette proviennent, je crois, de 2 informateurs différents, respectivement Cheikh Othman de Ghana et Abu Abdallah de Gao. C'est Ibn Khaldoun qui opère le montage de ces 2 parties de squelette, en les articulant autour de Moussa, ce qui, au passage, contribue à masquer le procédé du montage. Pour finir, remarquons une chose intrigante. Ibn Khaldoun a rencontré Cheikh Othman, celui qui donne les informations du premier squelette, en 1396, c'est-à-dire en dernier. Cheikh Othman aurait donc pu transmettre à Ibn Khaldoun toute l'histoire dynastique du Mali, des origines à 1396. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a donné que le début de l'histoire. Quant à l'autre informateur, Abu Abdallah, celui qui a transmis la seconde partie du squelette, il aurait pu donner le début de l'histoire, mais il ne l'a pas fait. En outre, on ne sait pas quand Ibn Khaldoun l'a rencontré, mais on constate que les informations qu'il donne s'arrêtent en 1390. Ce n'est donc presque sûrement pas lui qui donne l'ultime information, celle du retour du pouvoir dans la maison Maridjatide. J'en conclus que c'est l'autre informateur qui le fait, celui rencontré par Ibn Khaldoun en 1396, qui est celui qui avait donné le début de l'histoire, justement celle se rapportant aux Maridjatides. Bref, vous l'avez compris, je suis en train de suggérer que l'un des informateurs, Cheikh Othman de Ghana, n'a chroniqué que les événements dynastiques relatifs aux Maridjatides, tandis que l'autre informateur, le cadi de Gao, n'a chroniqué que les événements dynastiques relatifs aux Abou Bakrides. Je reviens à l'image sur la table dynastique en ajoutant des filtres respectivement orange et bleu pour signaler ce que nous devons aux 2 informateurs.
Deux informateurs donc, peut-être personnellement liés l'un et l'autre à l'une ou à l'autre des deux maisons dynastiques du Mali. Voilà qui expliquerait pourquoi notre personnage d'Abou Bakr peut avoir été, dans le récit du premier informateur, fils d'une fille de Marie-Djata et en quelque sorte un intrus dans la maison Marie-Djatide, et pourquoi Abou Bakr peut néanmoins avoir été, dans le récit du second informateur, doté d'une nouvelle généalogie qui faisait de lui le fondateur de la maison Abou Bakride. Je suis assez content, je dois dire, de cette reconstitution d'une petite partie du puzzle, mais je suis obligé de vous dire, au risque de provoquer un peu de frustration, que nous ne pouvons pas la tenir pour définitive. Certes, cette hypothèse d'un seul Abou Bakr, qui aurait en quelque sorte connu deux positions généalogiques, deux rôles différents, selon qui raconte l'histoire, est une hypothèse dynamique. Et elle fonctionne. Elle fonctionne même mieux, à mon avis, que l'hypothèse par défaut de deux Abou Bakr, laquelle oblige, on l'a vu, à plusieurs forçages de pièces. Mais mon hypothèse d'un seul Abou Bakr fait néanmoins appel à plusieurs inférences qui ne sont pas complètement contraignantes. Aussi, je vous propose que nous la considérions comme une partie potentiellement reconstituée de notre puzzle, mais qui devra être laissée en réserve. Tout ceci n'aura cependant pas servi à rien, car cela nous oblige en effet à nous poser une question cruciale que je formule en ces termes. Qui prend en charge la mémoire de qui ? Qui a pris en charge la mémoire des deux maisons dynastiques du Mali ? Deux maisons qui ont indiscutablement été rivales. Que l'on accepte mon hypothèse, ou que l'on s'en tienne à l'hypothèse acceptée aujourd'hui, que nous ayons un seul ou bien deux Abou Bakr. Dans tous les cas, la bascule du pouvoir qui s'opère avec l'arrivée de Moussa sur le trône est, selon le point de vue, une dépossession ou une prise en main de la souveraineté. Une dépossession qui, du point de vue Marie-Djatide, n'a été annulée que 3/4 de siècle plus tard avec le retour de Maga III, dont la généalogie est d'ailleurs, elle aussi, obscure. Une dépossession ou une prise en main de la souveraineté, donc, qui ne peuvent pas être allées sans une production de discours sur les sources de la légitimité souveraine. Reconnaissons tout de même que la phrase d'Ibn Khaldoun qui rend compte de cette transition, je cite, « Puis le pouvoir passa des descendants de Marie-Djata aux descendants de son frère Abou Bakr », sans la moindre explication sur le pourquoi ni le comment, est, pour le moins, une euphémisation d'un événement dynastique majeur. Que j'ai raison ou pas de penser que cette euphémisation est due à un informateur qui était au service des Abou Bakrides, on est obligé de noter que cette euphémisation rend service aux Abou Bakrides, les successeurs de Moussa. Et bien sûr, il faut à présent se souvenir de ce que Moussa lui-même, interrogé par le gouverneur du Caire, avait à raconter à ce sujet. Une formidable allégorie qui en même temps réélaborait et dissimulait les conditions réelles de son accession au pouvoir. Oui, il y avait quelque chose à cacher, et ce quelque chose à cacher, je crois, c'était que Moussa était le fils d'un certain Abou Bakr, qui était le fils d'une fille de Marie-Djata. Si mon hypothèse est juste, il est assez miraculeux que nous ayons dans le texte d'Ibn Khaldoun les traces de deux voix, de deux informateurs travaillant pour deux maisons dynastiques concurrentes. Mais à la rigueur, mon hypothèse n'est même plus nécessaire. Si elle a servi à poser le problème, je pourrais à présent la retirer et le problème de la prise en charge de la mémoire des deux maisons dynastiques continuerait à se poser. Posons-la donc dans les mêmes termes, mais à une plus grande échelle. Les sultans Abou Bakrides du Mali, c'est-à-dire Moussa et ses successeurs, avaient à leur disposition un puissant outil de relais de leur discours de légitimation et de préservation de leur mémoire, leurs interlocuteurs du monde islamique. Moussa, véritable génie politique, l'avait parfaitement compris, et l'empreinte laissée dans la littérature arabe par son pèlerinage et par son propre discours témoigne de l'efficacité de son agentivité narrative. Mais au-delà de ce moment singulier, les successeurs de Moussa ont su, eux aussi, maintenir de façon tout à fait consciente, au moins pendant un demi-siècle, jusqu'au délitement de la crédibilité de la maison Abou Bakride, un contrôle étroit du discours. Un contrôle permis grâce au rayonnement d'une capitale, visitée par les marchands du monde islamique, par les échanges diplomatiques, par la réputation des hadjis, les pèlerins maliens, qui avaient accompagné Moussa et qui continuèrent à exercer les plus hautes responsabilités dans l'Empire.
Si les Abou-Bakrides ont su en quelque sorte exercer eux-mêmes et externaliser dans le monde arabe la prise en charge de leur mémoire, qui a pris en charge la mémoire des Maridjatides? À nouveau, mon hypothèse a joué son rôle, mais n'est plus nécessaire. Que j'ai raison ou pas de penser que Cheikh Othman de Ghana était au service de cette maison dynastique, nous pouvons apporter à cette question une réponse plus large et évidente. C'est l'épopée qui a pris en charge la mémoire des Maridjatides. Quelle que soit la dégradation de l'information transmise au cours des siècles, la geste de Soundiata est le témoin de la prise en charge de cette mémoire par la société malinké, dont Soundiata et ses descendants, les Keïta, étaient et sont restés les souverains légitimes. Remarquons à ce propos que les traditions orales enjambent allègrement la période des sultans de l'autre maison. Moussa et Souleyman sont rarement ou à peine évoqués, de même que sont à peine évoqués la capitale impériale, le commerce, la dimension musulmane de pouvoir, les relations avec le monde islamique. Et lorsqu'ils le sont, on peut légitimement suspecter qu'il s'agit d'un feedback, d'une réinjection des sources écrites arabes à l'intérieur des sources orales. Ce genre de feedback qui n'a dû cesser de se produire au cours du long processus de formation et de transmission des traditions, que ce soit à l'époque contemporaine ou par le passé, à la faveur de la circulation des lettrés arabophones. Quoi qu'il en soit, il semble bien que les traditionnistes malinqués, en dehors de ces phénomènes de feedback, n'ont pas connu, ou du moins pas reconnu, les sultans de la maison Abou-Bakride. Cela pose immanquablement un problème. Si les Maridjatides étaient perçus comme les souverains légitimes dans le Mandé médiéval, et s'ils sont perçus aujourd'hui par les récitateurs et les auditeurs de l'épopée comme les ancêtres des Keïta, qui étaient les Abou-Bakrides? L'historienne malienne Madina Lital s'était déjà emparée de cette question brûlante et tout de même un peu contentieuse. Dans le cadre de sa thèse d'histoire publiée aux Nouvelles Éditions africaines à Dakar en 1977, elle s'est livrée à un recueil et à une comparaison de la tradition dans 3 villages du Mandé, Niani, Keïla et Kita. Nulle part les griots ne lui parlent spontanément de Moussa. C'est seulement sollicité sur ce sujet qu'ils évoquent avec réticence le pèlerinage, mais ne peuvent ou refusent d'évoquer son ascendance. Les ancêtres ne nous ont pas enseigné cela, lui dit-on. Les griots diabatés de Keïla lui indiquèrent cependant que les reliques de Moussa seraient conservées dans un village près de Kangaba, non pas par le lignage aristocratique des Keïta, mais par des Kamara, les maîtres de la terre, dont j'ai déjà parlé au début de cette séance. Voilà qui est intéressant. Souvenez-vous qu'il existait des hypothèses qui faisaient de Soundiata et des Keïta des nouveaux venus dans le Mandé, territoire dont les souverains antérieurs étaient des Kamara vaincus par les Keïta et demeuraient sur place comme maîtres de la terre. Serait-il possible que Moussa et ses successeurs, loin d'être des nouveaux venus, aient été en réalité les artisans d'une sorte de restauration aristocratique antérieure? Ce n'est qu'une simple hypothèse qui n'est pas incompatible avec la mienne. Souvenez-vous qu'Ibn Khaldoun nous dit, à propos d'Abou Bakr, que s'il est le fils de la fille de Maridjata, en revanche, on ne connaît pas son ascendance paternelle. Oui, dans un système de filiation patrilinéaire, c'est exactement ce qu'il faudrait savoir. Cela répondrait à la question « Quel était le lignage de Moussa et de ses successeurs ?» j'ai presque fini. Madina Lital récapitule ainsi ces interrogations, je la cite, « On ne peut s'empêcher de se poser des questions sur la filiation de Mansa Moussa, surtout quand on relie toutes ces réticences des traditionnistes à la façon dont Moussa a lui-même parlé de son prédécesseur, c'est elle qui met des guillemets, au gouverneur du Caire, sans préciser les liens de parenté qui l'unissaient à ce dernier. » Fin de citation. Dissimulé dans une note de bas de page, l'historienne malienne nous indique que l'un des traditionnistes qu'elle a consulté, il s'agit de Kélé Manzon Diabaté, lui avait déclaré que Moussa était, je cite, un affranchi de la famille royale. C'est un peu radical, j'en conviens. Madina Lital ajoute « Nous communiquons cette information avec une grande réserve. » Mais je dirais que l'important n'est pas que ce soit vrai,
l'important est qu'un griot au service du lignage aristocratique du Mandé le pense ou le dise, car cela traduit son refus de prendre en charge la mémoire de ce personnage historique. Ces différentes hypothèses n'ont pour l'instant pas de solution définitive. Elles permettent néanmoins de circonscrire le problème de l'ascendance de la maison Aboubacride et de le reformuler en termes de prise en charge de la mémoire. Constatons que les traditionnistes des Keïta n'ont pas voulu de la mémoire des Aboubacrides, qui ont pourtant détenu le sultanat du Mali pendant la majeure partie du XIVe siècle. En revanche, ils ont pris en charge, si je puis dire, l'avant et l'après. Les Aboubacrides, quant à eux, ont perdu ce que l'on pourrait appeler la bataille de la communication orale dans le Mandé. Mais ils ont été experts à l'étranger. Deux mémoires, donc, qui correspondent aux deux registres documentaires dont j'ai parlé à plusieurs reprises, provenant de deux régions. D'une part, l'épopée de Soundiata dans l'ère mandingue, d'autre part, les sources écrites arabes produites et conservées dans le monde islamique. Ces dédoublements en appellent d'autres, qui concernent la religion et la nature du pouvoir exercé au Mali. Mais pour les observer, il va nous falloir nous rendre dans la capitale elle-même, où ces dédoublements ont été délibérément mis en scène par les sultans Aboubacrides, en particulier par Souleymane, frère de Moussa. C'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Je vous remercie.